Valère Novarine. Le rapport avec Valère, comme tu le sais, c'est un rapport qui relève enfin, qui remonte à loin maintenant, à 74, hein, je me rappelle. Bon, c'est un écrivain qui a énormément, enfin, qui a énormément compté, qui compte énormément pour moi, et dont un des seuls dont la lecture des textes ou la présence au spectacle continue à me faire réfléchir, à me faire penser c'est pas le principal c'était le plaisir, le principal c'est l'enthousiasme. Bon, c'est la joie incroyable que donne l'inventivité verbale de Valère, enfin, la joie de participer à ce monde, enfin, voilà. Bon, mais c'est comme quand on regarde la peinture, hein, on s'intéresse à la peinture d'abord parce qu'elle vous fait procure du plaisir, sinon on ne la ramène pas. Puis après, ce plaisir fait penser. Donc, bah, moi, le travail de Valère, c'est la même chose. Donc, bon, de moment en moment, de mois en mois, avec des rythmes variés. Bon, les questions que le travail de Valère me pose reviennent dans l'espèce de réflexion plus ou moins explicitée, plus ou moins implicite que les uns et les autres on rumine dans nos pauvres têtes au long des jours. Donc, bon, bah, il y a des passages où revient la figure de la stature de Valère comme écrivain, et puis les questions que me pose son travail. Alors, pas forcément dans l'adhésion constante. Alors, bon, le Valère catholique, le rapport de Valère avec la métaphysique chrétienne, c'est pas mon monde. C'est pas mon monde, donc je suis forcé aussi, enfin c'est pas par masochisme ou par hostilité, tout au contraire, mais ça me pose des questions. Pourquoi suis-je si enthousiasmé par cette œuvre, bien que un certain nombre de ses attendus de pensée et de croyances ne sont en rien les miens. Voilà. Et la formule journal ou chronique donne une grande liberté par rapport à cela, parce que contrairement à ce qu'on fait quand on rédige un essai, voire un article, ou carrément un livre à caractère théorique, on est tenu à nul développement. D'une part, on n'est pas tenu non plus à un projet pédagogique, c'est-à-dire on n'est pas censé démontrer quelque chose. On note des questionnements, des inquiétudes, des perplexités, des joies aussi, c'est-à-dire on a droit à la subjectivité, quoi. On a droit à la haine ou à l'enthousiasme, sans avoir à les justifier autrement que par elles-mêmes, c'est-à-dire par elles-mêmes, je veux dire par la forme de phrase qu'on leur donne, quoi. Il y a aussi Pierre Guyota. Alors là, avec Guyota, c'est différent, parce qu'il y a une chose qui est assez délicieuse aussi quand on fait ce genre de livre qui, encore une fois, n'est pas prévu pour être un livre. C'est ça aussi l'affaire. C'est pas programmé pour faire livre. Bon, ça le fait au bout du compte, et je sais pourquoi, mais au départ, c'est pas le cas. Donc il y a un principe comme ça, esprit de l'escalier, ou au contraire coq à l'âne, ou enfin saut et gambade, comme dit Montaigne. C'est-à-dire, Guyota arrive à un certain moment dans ce journal parce que un ami m'a écrit un mail pour me dire qu'il est déçu par le dernier livre de Guyota et par les formes plus récentes que prend l'écriture de cet écrivain qui a été, pour les gens de ma génération, un héros, voilà, au sens où je disais tout à l'heure, que le style héroïque, quoi. Voilà, donc je lui réponds, je lui explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui, parce que bien que l'écriture de Guyota ait beaucoup bougé, elle conserve sa densité sensorielle, qui était finalement son sens le plus profond. Voilà. Mais du coup, ça fait revenir dans ma petite tête Guyota comme personnage, aussi comme image, et surgissent des souvenirs que j'avais jamais notés de quelque manière que ce soit, en tout cas pas de manière systématique, et ça fabrique une espèce de portrait que j'ai fait surtout parce que ça me faisait beaucoup rire, les souvenirs en question, quoi. Alors à chaque fois maintenant
comme dans la situation dans laquelle on est là tous les deux, on me tend un micro pour répondre à des questions, je ne peux pas m'empêcher de penser au jour où je pose à Guyotat des questions hyper sophistiquées, avec l'intention d'en faire un interview qui doit apparaître dans Politique Hebdo, et où à ma première question très très longue, enfin je raconte ça quelque part, il me répond ta gueule, parce qu'en fait il s'adresse au chien qui aboie à côté. Bon, ça, j'ai toujours l'enregistrement en plus. Ça, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire, parce que ça dit une vérité aussi, parce que ça dit la vérité de l'inutile sophistication et de la prétention théorique du type de questions qu'on posait dans les interviews à l'époque. Voilà. Ben, Charles Penka, c'est, encore une fois, bon, c'est l'émotion de l'irruption de quelqu'un dans une vie, éruption dont on ne sait pas, évidemment, a priori, qu'elle va changer quelque chose de votre vie, et dont on sait encore moins ce qu'elle va changer de la vie de l'autre. Voilà. Donc il y a une espèce d'arc qui s'établit entre le souvenir d'une rencontre inaugurale et puis ce qu'on sait qu'est devenue la personne en question. Enfin, la personne et l'œuvre. Bon, l'œuvre de Penka, c'est quelques, comment dire, intérêt qu'on ait pour cette œuvre. On est bien obligé, quand on circule un peu dans le monde de la poésie et de la performance, de constater à quel point elle a fait école, à quel point elle a déterminé d'une manière profonde et violente l'essentiel de ce qui se fait aujourd'hui du côté de la performance et même du travail de poésie. Bon, l'influence que l'œuvre de Penka a exercée du côté des écoles de beaux-arts en particulier, c'est énorme. Voilà. Donc, ben, moi, je regarde ça avec émotion, d'abord, parce que la personne de Charles Penka, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et une espèce de mélange d'admiration pour l'œuvre de Charles Penka, le travail que cette œuvre a opéré sur les terrains que je viens de dire, et puis comment dire, de perplexité et d'inquiétude aussi devant le débordement des épigones. C'est le cas aussi pour Christophe Tarkos, hein. Les deux situations sont assez semblables. Donc je regarde cela comme cela, qui est notre environnement dans le champ poétique d'aujourd'hui. Et puis, comme je ne suis pas censé, c'est encore une fois la logique du journal, écrire un article sur cette question-là, pourquoi Charles Penka a-t-il produit un tel flot d'épigones, qu'est-ce que ça veut dire de l'état du champ poétique d'aujourd'hui, etc. Enfin, ce genre de questions qui pourraient se traiter dans un bref essai, tu vois. Moi, dès l'instant que je suis dans cette logique de chronique et de journal, je ne suis pas soumis à ça. Donc je constate ça, et puis je reviens à des choses qui sont plus de l'émotion subjective. Comment Charles a débarqué chez moi, comment il est revenu régulièrement, comment on a parlé, comment on a discuté, comment s'est constituée une connivence intellectuelle bon, et puis sensible aussi. La revue TXT. Il y a la revue TXT aussi qui parcourt le livre. Alors pour des raisons qui sont toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire que dès l'instant où le journal, enfin le livre, est nourri par des mails, est nourri par le quotidien de l'activité pensive et artistique, les personnes avec lesquelles je suis régulièrement en rapport, c'est principalement, encore aujourd'hui, ceux qui ont fait cette revue depuis ses origines. Donc ça c'est la fin des années 60, jusqu'à maintenant, puisqu'elle est repartie, elle a redémarré avec une nouvelle équipe, mais avec la présence quand même des anciens. Donc bon, ma vie d'écrivain, bon, bien sûr, ma vie de théoricien de la littérature, puisqu'au bout du compte, il y a ça quand même. Et puis ma vie d'homme, enfin, l'homme articulé par ses amitiés, elle est étroitement liée à celle de cette revue. Donc, bon, bah, pas au jour le jour, mais d'une manière régulière reviennent des questions
que se posait la revue TXT, ou des questions qui se posent aujourd'hui d'une manière différente, mais qui ont leur écho dans celle que se posait TXT. La question du rapport entre littérature et politique, par exemple, qui est une question qui fait un peu, qui est très présente dans ce livre. Elle se pose aujourd'hui, forcément, enfin, tous les écrivains qui ont un peu de soucis civiques, d'une façon différente, mais c'est la question fondamentale que se posait TXT en bien d'autres revues, hein, en 1970, 71, voilà. Bon, donc je mets forcément ça en rapport, hein, c'est la posture du vieillard, quoi, qui à la fois continue à écouter un peu ce qui se passe autour de lui, mais qui met ça forcément en rapport avec la manière dont ça s'est posé du temps de sa jeunesse. Alors ça, c'est assez comment dire, c'est symptomatique aussi de la façon dont le livre se fait, c'est-à-dire il y a à la fois bon, Sade comme écrivain, c'est-à-dire un écrivain qui a compté pour moi, alors qui n'apparaît pas dans le livre sous la forme, par exemple, d'un article sur Sade. J'ai fait ça ailleurs, ça doit être publié dans l'Incontenable, ici, voilà. Mais Sade comme emblème, quoi. Alors, comme emblème qui est lié à la fois à ma subjectivité, ça c'est ce qui reste d'intimité dans d'aspect journal intime dans le livre, puisqu'il y a, c'est rapide, hein, c'est pas plus de 3 pages, quelques réflexions sur le sadomasochisme, et puis Sade aussi comme anecdote, c'est-à-dire puisque là tu parlais de passage qui s'écrit face au château du marquis à Lacoste, des conversations avec Francis Ponche sur quelques écrivains, et en particulier sur Sade, qui ne supportait pas, qui l'affectait de ne pas supporter, parce que c'est toujours difficile de savoir où sont effectivement les intentions réelles d'un vieil écrivain comme ça, qui reçoit un jeune écrivain et qui à la fois est avec lui le plus amical du monde, mais qui exerce son pouvoir quand même, qui aime bien aussi détruire les enthousiasmes de l'impétrant, dès l'instant où ce ne sont pas des enthousiasmes pour l'œuvre du seul maître. Voilà. Mais je crois que oui, c'est dans le livre, quand il me dit à propos de René Char que j'ai l'intention d'aller voir, mais vous n'allez quand même pas aller voir cette vieille coquette. Je me rappelle de cette phrase. De la pose, comme ça, il avait des trous dans les aisselles de son pull avec son cigarier. Mais l'air comme une maîtresse jalouse, en fait.